Une note énigmatique, un écran brisé, et un secret que quelqu'un tuerait pour garder enfoui. Bienvenue sur Nuits Criminelles, je suis votre hôte Régis. Cette communauté ne cesse de s'agrandir, laissez un commentaire avec votre localisation. La lecture de vos messages est une véritable source d'inspiration pour moi. Commençons. Un doux soleil printanier filtrait à travers les jeunes feuilles du chêne centenaire du Westerwood Manor, projetant un treillis d'or et de vert sur la pelouse bien entretenue. Le village de Little Crowford était silencieux sous un ciel si bleu qu'il semblait être une invention d'un peintre, chaque nuage étant une boucle d'ivoire soigneusement placée. En cet agréable après-midi, la Wickerwork Garden Party, une fête annuelle organisée par Lady Beatrice Hardwick, promettait un répit idyllique après les sombres nouvelles qui avaient récemment parcouru le comté. Des tables à thé, cornées de nappes couleur prime vert, se tenaient prêtes sous des auvents de roses grimpantes. Des rangées soignées de chaises en osier invitaient les invités vers des gâteaux d'été, de succulents sandwichs et des tasses de thé débordant d'Earl Grey parfumé. Des villageois endimanchés franchissaient le portail en fer forgé, comme s'ils participaient à un ballet bien répété. Le curé en soutane et canotier de paille, la femme du recteur et sa troupe de nièces aux joues roses, M. Pemberton, le colonel à la retraite, avec sa moustache argentée luisante. Des enfants ricanaient sur un terrain de croquet. Un quatuor à cordes accordait ses violons. Tout se déroulait exactement comme on pouvait s'y attendre dans un tableau de la campagne anglaise, à l'exception du courant de curiosité sous-jacent qui se répercutait à travers l'assemblée. Au cœur de la réunion se tenait Miss Jane Marple, perchée modestement sur un banc en écorce de saule, sous les branches étalées d'un vieux hêtre. Dans sa douce robe grise, tachetée de dentelle modeste, elle aurait pu passer pour une observatrice inoffensive, une tante excentrique venue déguster des sandwichs au concombre et une conversation polie. Pourtant, ses yeux bleus perçants, encadrés par les plus douces mèches de cheveux argentés, captaient bien plus qu'elle ne le laissait entendre. Elle remarqua le léger tremblement de la main gantée de Madame Thornfield alors qu'elle versait du sucre dans son thé. La façon dont la jeune Miss Drury évitait le regard du colonel, la tache sombre sur l'ourlet de la robe de Lady Béatrice, à peine visible dans le dos. Tous les chemins, pensait Miss Marple, menaient quelque part. La conversation tourbillonnait autour d'elle comme des graines de pissenlit dans la brise. « Avez-vous entendu dire, » murmura Madame Thornfield à sa voisine, « que le nouvel assistant de Sir Lionel Fairweather est arrivé hier seulement. C'est un notaire de Londres, assez mystérieux à ce qu'on dit. »« C'est absurde, » rétorqua M. Pemberton, son monocle scintillant. « Tous les Londoniens sont mystérieux. Ils ne connaissent pas la signification d'un honnête thé de campagne. » Les mots coulaient dans des courants amicaux, mais chacun portait le poids de la spéculation. Inaperçue, comme toujours, Miss Marple écoutait. Elle collectait des détails comme un avare collectionne des pièces de monnaie, les stockant pour le jour où elles pourraient s'avérer utiles. C'était cette habitude, prise par la plupart pour des ragots inutiles, qui lui conférait des pouvoirs d'observation si extraordinaires. Soudain, un cri traversa le bruissement du linge et le tri du violon. Il provenait de l'ancienne tonnelle de rose, où Lady Béatrice présidait une exposition de son précieux paravent en osier, une cloison délicate qu'elle avait tissée à la main, ses panneaux entrelacés de roses ivoires et de tiges frisées. Un halètement, suivi d'un bruit sourd. Les invités s'arrêtèrent, à mi-bouchée, à mi-gorgée, leur repos tranquille brisé comme si un verre était tombé. « Dame Béatrice !» Quelqu'un a crié. Les têtes se tournèrent, et Miss Marple se leva, avec l'empressement gracieux d'un enfant terrible. Elle se dirigea vers le tumulte, écartant les poteaux recouverts de lierre avec une urgence calme. La femme du recteur s'évanouit. Le colonel agrippa sa canne comme s'il se préparait au combat. L'avocat, grand au visage blême, tenant une sacoche de cuir à la main, recula pâle comme du papier, comme s'il avait été témoin d'un spectre plutôt que d'un malheur mortel.
Au centre de la tonnelle de rose gisait Lady Béatrice, son sang-froid distingué brisé, ses yeux entr'ouverts, une seule tache sombre fleurissant sur sa poitrine là où son cœur devrait battre. Le paravent en osier, en équilibre précaire sur son support, se dressait derrière elle, ses panneaux floraux tissés grotesquement déplacés dans le tableau de la tragédie. L'un des panneaux s'était brisé, la canne fracturée, s'avançant, comme un doigt accusateur vers la victime. Le pandémonium a éclaté. Les femmes criaient, les messieurs tendirent des mains tremblantes, les violons du quatuor hurlèrent dans une note solitaire et discordante. Une servante tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues poudrées. Et là, à l'épicentre du chaos, se tenait Miss Marple, silencieuse, vigilante, l'image d'une immobilité composée. L'inspecteur Browning est arrivé quelques instants plus tard, ses bottes cirées effleurant le chemin de gravier. Il se frayait un chemin à travers la foule avec une autorité exercée, donnant des instructions laconiques tout en repoussant les intrus bien intentionnés. C'était, annonça-t-il, un événement des plus malheureux. Il s'agenouilla à côté de Lady Béatrice, testa son pouls, puis se leva rapidement, les sourcils froncés. « Lady Béatrice est morte », dit-il. Les mots résonnaient lourdement. Sous le soleil de l'après-midi, un accord final qui faisait taire le jardin plus efficacement que n'importe quel silence. La voix de l'inspecteur baissa. « À ce stade, il semble qu'elle ait été frappée, peut-être par le panneau cassé. Mais je dois demander à tout le monde de rester ici jusqu'à ce que j'aie mené mon enquête. » Des halètements et des murmures flottaient dans l'assemblée. « Mais pourquoi ?» commença le recteur, qui fut interrompu par le regard perçant de l'inspecteur. « J'aurais besoin des déclarations des témoins de toutes les personnes présentes, » a-t-il déclaré. « Et veuillez vous abstenir de discuter de cette question entre vous. Cela pourrait entraver l'enquête. » Alors que l'inspecteur installait une barrière de fortune composée de rubans d'avertissement, même si le mot « ruban » lui-même semblait beaucoup trop moderne pour la vue sereine, Miss Marple s'écarta tranquillement. Elle croisa les mains, ses yeux s'attardant sur le bord brisé de l'écran, sur les éclaboussures de pétales de rose qui gisaient maintenant éparpillés comme des confettis ensanglantés. Pour tout observateur occasionnel, elle n'était qu'une spectatrice, âgée, attristée par la perte de son hôtesse. Pourtant, son esprit s'emballait, traçant les schémas que d'autres avaient manqués. L'angle de la fracture, la légère éraflure sur le pied de l'écran, la façon dont le châle de Lady Béatrice avait bougé, révélant la tache, indubitable. Elle a également noté l'absence d'un événement qui aurait dû se produire. Un halètement par-ci, une exclamation par-là, mais aucune mention de quiconque manipulant l'écran, à l'exception de la victime elle-même. Lorsque l'inspecteur a appelé à des témoins, Miss Marple s'est avancée. Sa voix, bien que douce, portait la conviction d'une personne habituée à dire des vérités que d'autres négligeaient. « Inspecteur, dit-elle poliment, j'étais assise juste au-delà des roses, avec une vue dégagée sur la tonnelle. Peut-être pourrais-je vous aider ?» L'inspecteur, habitué au refus poli des gentilshommes, haussa un sourcil fin. « Très bien, Miss Marple, dit-il, même si je doute que vous puissiez me dire grand-chose qui puisse aider cette enquête. » Miss Marple inclina la tête, son esprit cataloguant déjà les questions qu'elle poserait, les petites divergences qu'elle examinerait doucement. Car pour elle, rien n'était accidentel, ni le temps, ni la tache sur le paravent, ni la panne soudaine d'une simple canne en osier. Dans le silence qui suivit son offre, le jardin semblait suspendu dans l'instant précédant la révélation, un instant chargé de motifs cachés, de ressentiments latents et de questions qui exigeaient des réponses. À l'extérieur de la tonnelle, les invités s'attardaient en groupe, leurs visages masqués de choc et de curiosité. En cercle, Madame Thornfield serrait son collier de perles, murmurant des théories sur un héritier perdu depuis longtemps. Dans une autre, le recteur secouait la tête, convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de test divin de la foi. L'avocat s'est retiré au bord de la pelouse, se tenant à l'écart, comme s'il ne savait pas si lui aussi était un suspect. Personne n'a remarqué le petit détail que Miss Marple a fait.
la légère empreinte d'un gant en dentelle sur la canne cassée, des fils usés qui suggéraient un retrait précipité. Personne d'autre n'a vu à quel point la fracture de l'écran s'est déroulée bizarrement, comme si la canne avait été intentionnellement affaiblie, destinée à se briser précisément sous cet angle. Mais Miss Marple a tout vu, et dans cette tranquille certitude résidait la première étincelle d'enquête qui éclairerait bientôt les recoins les plus sombres de Little Crawford, car derrière chaque conversation polie et chaque sourire, distinguer se cachent des secrets. Et lorsque des secrets font surface, il faut enfin en tenir compte. Avec un calme mesuré, Miss Marple se tourna vers l'inspecteur et leva une main fine. « Si vous me pardonnez mon empressement, dit-elle, je crois qu'il existe des questions dont les réponses pourraient faire la lumière sur ce plus terrible accident. » Et alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur l'herbe parsemée de roses, elle se préparait à démêler la toile d'intrigue cachée sous le plaquage placide de Little Crawford. Le village de Little Crawford, si souvent, bercé par les doux rythmes de la vie pastorale, s'est réveillé le lendemain matin avec un sentiment de malaise qu'aucun soleil ne pouvait dissiper. La nouvelle de la mort subite de Lady Beatrice Hardwicke lors de la Wickerworth Garden Party avait voyagé plus vite que le courrier du matin, porté de chalet en chalet, au gré des spéculations chuchotées et des tasses de thé teintées. Anne 9. Heure, The King's Whistle, le seul salon de thé et centre de potin de Little Crawford, débordait de bavardages. Miss Poppy Larch, la propriétaire rondelette et toujours rose du salon de thé, se précipitait de table en table, avec des assiettes de crumpets au beurre et des récits exagérés de la tragédie d'hier. Elle n'était pas elle-même présente à la fête, ayant souffert d'un sandwich au corned beef peu fiable la nuit précédente, mais cela n'a pas gêné sa narration. « Tombée comme une pierre, elle l'a fait !» cria-t-elle. À M. Godfrey Pinch, le boucher, dont les bajoux frémissaient d'inquiétude alors qu'il remuait son café. Juste devant cet écran monstrueux, du sang partout sur sa plus belle broche, j'ai entendu dire que l'inspecteur avait presque perdu son sang-froid. Dehors, les villageois se rassemblaient, par 2 ou 3, têtes penchées, pour une conversation serrée. Personne n'était vraiment d'accord sur la cause du décès. Était-ce l'écran brisé lui-même qui avait porté le coup, ou quelque chose de plus sinistre? Lady Béatrice s'était-elle effondrée de cause naturelle? Ou avait-elle été assassinée, comme le murmurait Miss Felicity Craven, qui affirmait avoir vu quelque chose de très étrange près de la tonnelle des Roses? Au presbytère, le révérend Gideon Braithwaite arpentait son modeste salon, les doigts agrippés à son livre de prière, alors qu'il n'avait pas tourné une page depuis une demi-heure. Sa femme, Mildred, était assise raide près de la fenêtre, ses yeux oscillant entre l'allée extérieure et les mouvements agités de son mari. « Je n'arrive toujours pas à comprendre, » murmura-t-elle, en touchant sa broche camée avec des mace in success, doigts tremblants. « Béatrice, morte, au milieu de nous. Et par un après-midi si agréable. » Le vicaire fronça les sourcils, fermant enfin son livre. « Il y a des murmures concernant quelque chose d'anormal, » dit-il gravement. « Mais nous ne devons pas entretenir de mauvaises conjectures. Des accidents arrivent, Mildred. »« Oui, mais... » « Avez-vous entendu ce qu'a dit le jeune avocat? »« Ce londonien, maître Ainsworth, il a prétendu l'avoir vue tituber comme si elle avait été poussée, ou frappée. » Le vicaire soupira. « Même ainsi, nous devons attendre le mot officiel. Même si j'ose dire... » Il s'interrompit, les yeux fixés sur les braises du foyer. Béatrice n'était pas une femme sans ennemis, malgré son hospitalité. De l'autre côté de la rue, le colonel Pemberton polissait ses médailles pour la 3e fois de la matinée. « Si vous me demandez, dit-il d'une voix forte à son chat Monty, tout cela sans l'ingérence étrangère, ou la politique. Ce type d'avocat, à quoi joue-t-il en arrivant seulement un jour avant un meurtre, et en se promenant avec son sac cabossé?
Monty cligna des yeux en signe de désapprobation. Pendant ce temps, dans un coin beaucoup plus calme du village, Miss Jane Marple était assise avec une jolie soucoupe de gâteau aux graines et son tricot, pas une maille tombée, malgré le tourbillon de spéculation autour d'elle. Elle avait rendu une visite de courtoisie à l'inspecteur Browning plus tôt dans la matinée, lui apportant un pot de confiture de groseille. Ma nièce ne jure que par cela pour la clarté de ses pensées, et était repartie avec la promesse de ne pas intervenir. L'inspecteur, toujours poli, avait accepté la confiture avec des remerciements et un soupir à peine dissimulé. Miss Marple, bien entendu, n'avait aucune intention d'intervenir. Pas encore. Mais elle avait bien l'intention d'observer. Elle avait déjà fait le point mental sur les participants à la fête, qui se tenaient où, qui disait quoi, et sur les détails curieux qui avaient échappé à l'œil plus officiel, comme la légère égratignure sur la main de Lady Béatrice dont personne ne semblait mentionner, ou la position légèrement modifiée de l'écran par rapport à l'endroit où il avait été réglé plus tôt dans la journée, et puis il y avait la question du mobile. Lady Béatrice, murmura-t-elle doucement, croyait fermement à la nécessité de garder les choses à leur place. Un coup frappé à sa porte d'entrée interrompit ses pensées. C'était le jeune Thomas Dilling, le facteur local, la casquette de travers et les joues rouges. « Je vous demande pardon, Miss Marple, balbutia-t-il, mais l'inspecteur Browning a dit que vous pourriez peut-être aider. Il y a eu une petite découverte. » Miss Marple posa son tricot avec un signe de tête. « Alors nous ne devrions pas le faire. »« Attendre, Thomas. La découverte en question a été faite dans la folie derrière Wisterwood Manor, un belvédère en pierre en ruine que Lady Béatrice avait autrefois considéré comme sa retraite grecque. Le jardinier, M. Elgin, avait trouvé une paire de gants déchirés cachés derrière une brique lâche. Des gants en dentelle, fins et délicats, mais avec une tache indubitable de sang séché sur un bord. L'inspecteur Browning, un carnet, à la main, se tenait avec une expression sombre à l'approche de Miss Marple. « J'apprécierais que cela ne devienne pas une nouvelle entrée dans les ragots du village, » dit-il doucement. Miss Marple inclina la tête. « Bien sûr, inspecteur, même si j'ose dire qu'il a peut-être déjà fait son chemin vers le cercle de couture. » Il lui tendit les gants dans un emballage en papier. « Reconnaissez-vous la marque ? J'ai demandé à Madame Thornfield, mais elle prétend qu'elle n'a jamais rien vu de pareil auparavant. » Miss Marple les examina attentivement. La dentelle était d'une belle fabrication italienne, rien que l'on puisse trouver dans les magasins de Little Crawford. « Ils sont exquis, » murmura-t-elle, « et très chers, probablement achetés à Londres. Peut-être un cadeau, peut-être même un héritage. » Elle leva les yeux. « Est-ce que quelqu'un s'est manifesté pour signaler leur disparition ? » Pas une âme. Alors je suggère, inspecteur, que nous réfléchissions à ceux qui pourraient souhaiter ne pas être reconnus dans une telle paire. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a passé un autre appel social, cette fois à Miss Juliana Drury, une jeune femme au visage doux mais particulièrement nerveuse, qui avait grandi sous la tutelle de Lady Béatrice. Elle vivait dans l'aile, ouest du manoir Wisterwood, et selon certains, dans l'ombre des attentes considérables de sa tante. Juliana accueillit Miss Marple avec un sourire pâle et la conduisit dans le salon où persistait un léger parfum de lys. Ses yeux étaient rougis à force d'avoir pleuré, mais son sang-froid était bien rangé. Trop bien rangé, pensa Miss Marple. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » dit Juliana en versant du thé avec une grâce exercée. Tante Béatrice était indomptable, même quand elle se montrait impossible. Je suppose que beaucoup l'ont trouvée toutes les deux, acquiesça gentiment Miss Marple. Mais j'imagine que ça a dû être difficile de vivre sous une gestion aussi prudente. Juliana eut un rire amer. Elle voulait tout contrôler, même mon choix de mari. Elle a un jour intercepté une lettre d'un prétendant dans le Sussex et m'a dit qu'elle s'était égarée par la poste. C'était méchant. Elle a dit que c'était pour mon bien. Juliana baissa les yeux. Elle a dit qu'une fille de ma nature avait besoin d'une direction stricte. Miss Marple remua son thé. A-t-elle déjà menacé de vous déshériter ?
La tasse de Juliana tinta légèrement dans sa soucoupe. Elle en a parlé une seule fois, pour quelque chose de stupide, une robe que j'ai achetée sans demander. Les choses stupides, ma chère, dit Miss Marple avec un regard entendu, sont souvent celles pour lesquelles les gens tuent. Le soir, une sorte de silence vigilant s'était installé sur le village. Le soleil plongeait derrière les haies et l'odeur du lilas se mêlait à la fumée des cheminées des chalets. Derrière chaque rideau, les yeux s'attardaient plus longtemps que d'habitude. Derrière chaque sourire poli chez l'épicier ou à la boîte aux lettres, une question couvait. Qui souhaiterait du mal à Lady Béatrice? Qui avait accès aux gants, auparavant à l'allée du jardin privé? Qui avait quelque chose, peut-être tout, à perdre? Et quelque part, au milieu des murmures polis et des regards anxieux, Miss Marple continuait à tricoter. Chaque point, une question. À chaque rang, un fil dans le motif. Le village parlait et elle écoutait, attendant la seule phrase qui serait prononcée sans réfléchir, la seule vérité insouciante qui commencerait à tout démêler. Demain, elle, le savait, apporterait des révélations. Mais ce soir-là, le village se reposait mal à l'aise sous son voile de convenance, ignorant que l'un d'entre eux avait déjà commencé à planifier son prochain mouvement. Et Miss Marple, toujours discrète, attendait. Le lendemain de la découverte, des gants en dentelle ensanglantée, l'inspecteur Browning commença sérieusement sa tournée. Il avait posté 2 agents en uniforme près de l'entrée du manoir Wisterwood et avait ordonné que le terrain soit bouclé, du moins symboliquement, car Little Crawford n'avait pas les attributs d'une zone urbaine animée. Il n'y avait pas d'enregistrement criminel ni de presse ici, seulement des voisins curieux, promenant leurs chiens plus lentement que d'habitude, devant les portes, leurs yeux scrutant les signes de scandale parmi les rhododendrons. Dans le salon, du manoir désormais transformé en espace d'interrogatoire informel, l'inspecteur était assis, les manches retroussées, un bloc-notes débordant de noms et de suppositions incomplètes. Il avait déjà longuement discuté avec le jardinier, la fille de cuisine et un accordeur de piano surpris, venu remettre une facture et pris entre 2 feux par la suspicion du village. Personne n'avait rien vu. Personne ne l'avait jamais vu, bien sûr. Maintenant, il attendait l'avocat M.C. Lucian Ainsworth, grand, aux épaules étroites et au costume pointu, entra dans la pièce avec un calme hésitant. Il portait sa sacoche en cuir glissée sous un bras, même si elle était visiblement plus légère que la veille. « Monsieur Ainsworth, » a déclaré Browning en désignant une chaise. « Vous avez dit que vous étiez arrivé à Little Crawford la veille de la garden party? »« Oui, » répondit l'avocat en posant le cartable à ses pieds. « Lady Béatrice a demandé une consultation concernant un codicille à son testament. »« Un codicille ?» Ainsworth hocha la tête. Elle avait l'intention de procéder à des ajustements. Elle avait des inquiétudes quant à la structure actuelle de ses legs. Des inquiétudes? Eh bien, elle a évoqué vouloir revoir la répartition entre ses bénéficiaires. Elle n'a précisé les détails qu'à notre rendez-vous prévu, qui devait malheureusement avoir lieu le soir après la garden party. L'inspecteur tapota son crayon. « Vous n'avez donc pas de projet écrit ?» Je n'avais pas encore commencé. Elle tenait absolument à discuter des choses en personne d'abord, très privées, démodées, pourrait-on dire. Browning se pencha. A-t-elle mentionné qui elle pourrait rayer du testament? Ainsworth hésita, les yeux se tournant momentanément vers la fenêtre. Elle a exprimé son mécontentement à l'égard d'un des bénéficiaires. Je n'ai pas insisté pour obtenir des noms, inspecteur. Cela n'aurait pas été professionnel. Et maintenant, elle est morte. En effet, les yeux de l'inspecteur se plissèrent. Où étais-tu quand elle est tombée? J'étais près des tables à thé, répondit Ainsworth. Je venais de refuser une tranche de Battenberg. J'ai entendu un cri et je me suis retourné. Je l'ai vu tomber, puis le paravent vacilla derrière elle. Il y a eu un claquement brusque lorsqu'il a cédé. Plusieurs autres ont couru vers la tonnelle. Je me suis retenu. Je ne savais pas si elle était déjà partie.
L'inspecteur remarqua le léger tremblement dans la voix d'Ainsworth. Ni théâtral ni forcé, véritable inconfort. Mais Browning le savait, le malaise n'était pas une preuve d'innocence. « Merci, monsieur Ainsworth, dit-il enfin. Cela fera l'affaire pour l'instant. » Pendant que l'inspecteur Browning poursuivait sa série de questions formelles, Miss Marple poursuivait la sienne, plus douce et infiniment plus efficace. Elle a commencé avec Madame Thornfield, qui tentait de sauver les apparences, bien qu'elle soit la plus visiblement affligée des participants à la garden party. Elle était également l'une des plus anciennes résidentes de Little Crowford, et, comme Miss Marple le savait bien, les gens qui existaient depuis le plus longtemps voyaient souvent les choses plus clairement, même s'ils s'en rendaient rarement compte. « Je dois dire, Jane, » murmura Madame Thornfield alors qu'ils étaient assis dans son salon avec du thé très sucré, « je ne peux pas m'empêcher de penser à ce son épouvantable. Pas seulement son cri, mais le claquement de cette tige de canne. C'était comme si des os se cassaient. Cela me hante depuis. » Miss Marple sirota pensivement. « Avez-vous vu l'écran avant qu'il ne tombe? » ?»« Oh oui. Nous l'admirions tous. Elle l'a fait elle-même, vous savez. Elle a passé des semaines à y enfiler les roses, même si elle ne laissait pas Juliana s'en approcher, quelque chose à propos de « un travail délicat pour des mains fermes seulement ». Je pense que les mains de Juliana sont assez stables. Oui, mais son caractère ne l'est pas. Je l'ai vue bouder après une réprimande, la pauvre chérie. Et la façon dont Béatrice lui parlait devant les invités, absolument humiliant. Miss Marple fit un petit signe de tête. Avez-vous vu quelqu'un d'autre près de la tonnelle juste avant l'incident? Madame Thornfield fit une pause, fronçant les sourcils. Eh bien, le colonel faisait les 100 pas à proximité, marmonnant des bêtises, et M. Ainsworth était près du buffet, bien qu'il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à la tonnelle, comme s'il voulait parler avec Béatrice, mais n'osait pas. Oh! Et quelqu'un, peut-être Miss Craven, fouillait dans les parterres de fleurs. C'est une terrible fouineuse, celle-là. Miss Marple sourit. Parfois, un fouineur est exactement ce dont on a besoin. Miss Felicity Craven, une célibataire locale plus connue pour ses chats que pour sa discrétion, s'est montrée étonnamment coopérative. Elle a invité Miss Marple dans son jardin qui regorgeait de pétunias, envahies par la végétation et de rumeurs scandaleuses. « Vous ne me croirez pas, » dit-elle en cueillant des fleurs fanées d'un pot de soucis, « mais j'ai vu quelqu'un trafiquer l'écran. » Miss Marple, alerte mais prudente, demanda « Altération avant la chute de Lady Béatrice ?»« Oui, peut-être 20 minutes. » Avant que tout cela n'arrive. J'admirais les roses quand j'ai vu une ombre derrière la tonnelle. J'ai pensé que c'était peut-être l'un des bâtons, mais ensuite, j'ai remarqué la main. Elle portait un gant. Un gant en dentelle. Cela semblait étrange, tu ne trouves pas? Pour le jardinage, c'est vraiment très étrange, approuva Miss Marple. Qui que ce soit, il a été plié par le pied du paravent. Puis ils ont disparu à travers la haie. Pourriez-vous dire si c'était un homme ou une femme? Miss Craven plissa les yeux. Difficile à dire, légèrement bâti, mais il a bougé rapidement. C'est ce qui m'a frappé, déterminé. Et vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur? Dieu, non. Et si je me trompais? Et vous savez comment Browning peut être... Il appellerait cela des oui-dire ou quelque chose du genre. Mais je fais confiance à votre jugement, Miss Marple. Vous avez un talent pour ces questions. Miss Marple inclina gracieusement la tête. Je ne remarque que ce que les autres préfèrent ne pas remarquer. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son jardin avec son carnet, notant un seul mot sous sa bien rangée de noms et d'observations. Volontaire. L'écran avait été manipulé. Les gants, désormais supposés être liés à la personne, vus par Miss Craven, n'avaient pas été lâchés en vol, mais cachés. Le témoignage de l'avocat suggérait une modification imminente du testament. Et Juliana, malgré toute sa douceur, avait un motif et une opportunité. Et peut-être même accès aux gants. Mais un détail la rongeait. Lady Béatrice avait été frappée en plein sur la poitrine.
S'il ne s'agissait que d'un accident, la chute de l'écran aurait été maladroite et désordonnée. Les dégâts auraient été aléatoires. Mais les meurtrissures, la ligne précise de la cassure et le bout pointu de la canne fracturée racontaient une autre histoire. Quelqu'un savait exactement comment l'écran s'effondrerait. Quelqu'un l'avait affaibli. La question était désormais, qui connaissait suffisamment bien la construction en vannerie ou le sabotage pour accomplir une telle chose? Miss Marple plia le cahier et le mit de côté. Les roses avaient commencé à se faner dans le crépuscule doré, leurs pétales s'enroulant comme des secrets. Les oiseaux étaient silencieux à présent, à l'exception d'un merle solitaire qui chantait depuis la haie. Demain, résolut-elle, elle ferait appel au colonel Pemberton. L'homme avait passé des décennies dans l'armée, fier de sa conscience, tactique et de sa discipline. Pourtant, Miss Marple se rappelait comment ses yeux avaient dérivé vers l'écran plus d'une fois au cours de la fête. Et n'a-t-il pas évoqué un jour l'apprentissage de la vannerie en Inde pendant sa convalescence? Oui, elle rendrait ensuite visite au colonel. Car Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences. Pas quand le sang, la dentelle et la trahison se mêlaient si parfaitement dans le même cadre. Le colonel Archibald Pemberton avait toujours fait forte impression à Little Crawford, même à la retraite. Sa moustache militaire, sa canne polie et son habitude de ne donner d'ordres à personne en particulier laissaient penser qu'il s'attendait encore à entendre le clairon à l'aube. Pourtant, l'âge l'avait adouci, et sa voix de baryton autrefois, tonitruante, s'était adoucie en un accent grave et traînant. Ces jours-ci, on le trouvait souvent en train de tailler ses rosiers ou de sermonner l'épicier sur l'infériorité de la marmelade importée. Miss Marple arriva dans son joli petit cottage à 9h10, après avoir programmé sa visite précisément entre le journal du matin du colonel et sa deuxième tasse de café. Elle fut accueillie à la porte non pas par le colonel lui-même, mais par sa gouvernante, Madame Bellamy, qui portait un léger reflet de farine sur son tablier et un regard réservé dans les yeux. « Il est dans la véranda, » dit-elle, après une pause. En lisant le Times et se plaindre de l'état de l'Empire, Miss Marple hocha la tête avec un sourire agréable. « Je ne le garderai pas longtemps. Juste quelques mots en tant qu'ami. » Le colonel était, comme promis, dans la véranda, les fenêtres grandes ouvertes pour laisser entrer la douce brise printanière. Debout devant le buffet, il mélangeait du sucre dans son café avec une précision militaire et se retourna brusquement au bruit de ses pas. « Mademoiselle Marple, Seigneur, je pensais que vous seriez déjà partie résoudre ce scandale. » Elle rit doucement. « Oh, je ne résous jamais. Rien, colonel. Je me contente d'écouter et d'observer. »« Hein? Eh bien, je suppose que Browning est celui avec l'insigne. Mais si vous me le demandez, il n'a pas pu repérer une embuscade dans un terrain de cricket. » Miss Marple s'assit sur une chaise en osier et ajusta le revers en dentelle de sa manche. « En fait, colonel, j'espérais que vous pourriez satisfaire ma curiosité. Vous voyez, le paravent, celui qui est tombé sur la pauvre Lady Béatrice, était d'une construction très inhabituelle. En cannelage, si je ne me trompe pas. » Il plissa les yeux. « C'est vrai. Du rotine birman, si ma mémoire est bonne. Du bois solide en général. Pas du genre à se casser comme ça, à moins que... » Il marqua une pause, les sourcils froncés. « À moins qu'il n'ait été maltraité ou altéré. On dirait que vous connaissez bien le sujet. » Le colonel grogna modestement. « J'ai appris un peu la vannerie pendant ma convalescence à Shillong. J'ai appris auprès des indigènes, des camarades patients, des maîtres tisserands. Tout est une question de tension et de courbe. Si vous affaiblissez une latte, appliquée, à une pression à angle droit, toute la structure s'effondre. Un peu comme le sabotage dans la ferme porteuse d'un pont, si vous me suivez. »« En effet, » dit doucement Miss Marple. « Et vous étiez tout près de la tonnelle quand l'accident s'est produit, n'est-ce pas ?» Le colonel se hérissa. « Vous n'insinuez pas que je... » « Bon Dieu, Miss Marple, j'admirais Béatrice, si agaçante qu'elle fût. Non, je faisais les 100 pas, oui,
mais seulement parce que je venais d'avoir un échange désagréable avec ce jeune avocat. Oh, il a insinué que j'étais tenu en laisse par Béatrice. Tu peux croire ça? Il a dit qu'elle lui avait promis des modifications à son testament et que certains bénéficiaires étaient sur le point d'être délivrés de leurs attentes. Bon sang! Étiez-vous l'un de ces bénéficiaires, colonel? Il sirota son café. Oui. Elle m'a laissé une allocation annuelle plutôt généreuse, en raison de l'amitié de nos défunts maris et du fait que j'ai géré ses investissements pendant des années. Mais je n'en dépendais pas, Miss Marple, pas comme d'autres. Il la fixa d'un regard pointu. Juliana, pour commencer. Miss Marple hocha la tête, les mains croisées sur ses genoux. Merci, colonel. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. Elle prit congé peu après, l'esprit occupé par bien plus que les connaissances techniques du colonel. Si son explication était plausible et sa franchise militaire authentique, Miss Marple ne parvenait pas à effacer le souvenir de son regard sur la fête, trop fixé, trop concentré, non pas sur Lady Béatrice, mais sur l'écran lui-même, qu'il en connaissait les points faibles, peut-être même où et comment il pourrait s'effondrer. Pourtant, la culpabilité n'est pas toujours une question d'opportunité. Parfois, c'était une question de pression. Cet après-midi-là, le village fut secoué par un événement que personne ne pouvait ignorer. L'inspecteur Browning a procédé à sa première arrestation officielle. Ce n'était ni le colonel, ni l'avocat, ni même un employé de maison. C'était Juliana Drury. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, portée sur les lèvres des villageois haletants et échangée à chaque porte du jardin. Madame Thornfield s'est évanouie en l'entendant. Miss Craven a déclaré qu'il s'agissait de la tournure la plus prévisible de toutes, et le jeune Thomas Dealing, le facteur, confia à Miss Marple qu'il avait vu Juliana pleurer dans le cimetière le matin même. La déclaration de l'inspecteur fut brève, mais sévère. Il a été établi que mademoiselle Juliana Drury avait un motif, une opportunité et des preuves matérielles la liant à la scène. Les gants récupérés de la folie correspondent à un ensemble qu'elle avait vu porter à des occasions précédentes. Elle a également été entendue se disputer avec le défunt 2 jours auparavant. Elle est maintenant en détention dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Miss Marple, en entendant cela, resta typiquement calme, mais intérieurement, elle ressentait un inconfort qui se resserrait. Que Juliana ait eu des mobiles, ressentiments, héritage, humiliation, était incontestable. Le fait qu'elle ait accès au jardin et qu'elle soit familiarisée avec l'écran était également clair. Et pourtant, Miss Marple se souvenait des doigts tremblants de la jeune fille et des mots soigneusement choisis lors de leur précédente visite. Sa détresse avait été sincère, son amertume tempérée par des années de soumission. Si Juliana avait tué sa tante, elle l'avait fait avec un sang-froid totalement hors de son caractère. Ou peut-être, réfléchit Miss Marple, quelqu'un comptait-il sur cette contradiction même pour la piéger. Le lendemain matin apporta une autre ride curieuse. Un visiteur est arrivé à Little Crowford à l'improviste, descendant du train du matin, dans un costume bleu marine immaculé et des chaussures cirées qui l'ont immédiatement marqué comme un homme de la ville. Il s'est présenté comme M. Basil Hargrove, un enquêteur envoyé par les avocats de Lady Béatrice à Londres pour confirmer les détails de sa succession. Apparemment, il y avait eu une certaine confusion quant au statut du codicile révisé. « J'ai pas des raisons de croire », a déclaré Hargrove lors d'une réunion privée avec Miss Marple et l'inspecteur Browning, que Lady Béatrice avait écrit une lettre personnelle pour accompagner son codicile, une lettre d'explication exposant les raisons pour lesquelles elle a déshérité un ou plusieurs parties. Cette lettre est actuellement manquante. Manquant? L'inspecteur fronça les sourcils. Tu es certain que ça existait? Elle a dit à nos bureaux qu'elle l'enverrait avec le document mis à jour d'ici la fin de la semaine. Mais aucune lettre de ce type n'est arrivée. Elle n'a pas été trouvée parmi ses papiers à Wisterwood. Miss Marple pencha la tête. Et qui aurait eu accès à cette lettre avant sa mort? Toute personne résidant à Wisterwood, ou toute personne invitée à la fête.
Les implications ont été immédiates et profondément troublantes. Quelqu'un avait tout intérêt à ce que les derniers mots de Lady Béatrice ne parviennent pas à l'avocat. Quelqu'un qui craignait ce que la lettre pourrait révéler. Un motif de secret, pas seulement d'héritage. Plus tard dans la soirée, tandis que le village lançait des théories comme des confettis, Miss Marple sortit une fois de plus son cahier. Elle a dessiné un petit schéma de la tonnelle, des sentiers environnants et de l'emplacement de chaque invité à la fête. Il était clair désormais que l'affaire ne dépendait pas de la question de savoir si Juliana avait souhaité la mort de sa tante. La plupart des gens avaient une raison de vouloir que Lady Béatrice se retire de leurs affaires. La question, elle le comprenait maintenant, n'était pas seulement OMS l'avait tuée, mais qui avait préparé le piège de telle manière que Juliana serait blâmée. Alors que le vent faisait bruisser le lierre devant sa fenêtre et que l'horloge sonnait minuit, Miss Marple se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux plissés pensivement. Le mauvais suspect était en détention. Mais la bonne avait commencé à se défaire. Juliana Drury avait passé sa première nuit dans le bureau du constable de Little Crowford, dans une pièce froide et peu meublée qui ne ressemblait en rien au manoir dans lequel elle avait grandi. Elle était assise le dos droit, la laine décolorée du banc pressée contre sa colonne vertébrale, les mains croisées sur ses genoux, comme si elle attendait d'être invitée à prendre le thé plutôt que d'être interrogée sur la mort violente de son tuteur. L'inspecteur Browning, qui était fier de la procédure, avait insisté pour que l'arrestation soit effectuée dès que les preuves concordaient, le motif, la proximité, les gants et, par-dessus tout, les ragots. L'empressement du village à voir la malheureuse Juliana derrière les barreaux l'avait surpris lui-même. C'était comme si Little Crowford avait plus besoin de la certitude d'une réponse que de la vérité. Et le suspect était juste assez endommagé, juste assez émotif, juste assez calme pour entrer dans le moule. Mais pour Miss Marple, qui comprenait les subtilités du camouflage social, la subtilité de la théorie était précisément ce qui la rendait suspecte. Elle rendit visite à l'inspecteur le matin, portant une boîte de biscuits au miel qu'elle avait elle-même préparée, qu'elle déposa avec un tintement sur son bureau. Browning haussa un sourcil. « Je vois que votre offre culinaire augmente avec votre scepticisme. Seulement parce que je m'inquiète de ta tension artérielle, ma chérie, » dit-elle doucement en s'installant dans le fauteuil en face de lui. Browning soupira. « Je sais pourquoi vous êtes ici, et je vous assure, Miss Marple, que nous procédons. » Avec précaution, les gants étaient les siens. La querelle a été témoin, et elle avait accès à l'écran avant l'incident. Miss Marple hocha la tête. « Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que quelqu'un a trouvé les chaussures qu'elle portait ?» À ce moment-là, l'inspecteur cligna des yeux. « Je vous demande pardon. » Miss Marple croisa les mains. Lors de la garden party, Juliana portait des escarpins ivoire brodés au bout. Je m'en souviens parce qu'ils étaient très impropres à marcher sur du gravier et elle a failli trébucher près de la table à gâteaux au citron. Je l'ai vu moi-même. Mais ces chaussures, inspecteur, n'ont pas été récupérées au manoir. Il fronça les sourcils, feuilletant ses notes. Elle n'a pas été arrêtée chez elle. Elle était partie plus tôt et a été récupérée au presbytère, je crois. Tout à fait. Mais ces chaussures devraient toujours être à Wisterwood. Pourtant, elles ne le sont pas. Madame Bellamy, la gouvernante, a fouillé toute l'aile ouest et n'a pas pu les trouver. Elle se pencha légèrement. Il me semble, inspecteur, que quelqu'un les a enlevées. Maintenant, la question est, pourquoi? Browning la regarda pendant un long moment, puis se leva brusquement. Je vais demander à quelqu'un de fouiller à nouveau les lieux. Pas besoin, dit Miss Marple à voix basse. Je crois avoir déjà trouvé ce que vous cherchez. Le jardin du cottage de Stourbank House n'était pas particulièrement remarquable. Des rangées de valériane rouge, une bordure de digital mal entretenue et une grenouille en céramique plutôt voyante au bord de l'étang. Mais il appartenait à Miss Felicity Craven, et Miss Marple était passée devant lui de bonne heure, remarquant quelque chose de curieux dans les sous-bois.
le coin d'une chaussure blanche qui sortait de sous le lierre. Le récupérer n'avait pas été difficile. Miss Craven était en visite chez sa sœur à Ledbury. Ce qui était difficile, c'était de comprendre pourquoi une paire de chaussures ivoire de Juliana était cachée derrière la haie d'une femme qui jurait avoir vu une silhouette mystérieuse trafiquer l'écran. De retour dans son propre salon, Miss Marple examina attentivement les chaussures. Ils n'étaient ni tachés ni déchirés, mais ils portaient une légère tache sur l'orteil droit, une tache brunâtre qui aurait pu passer pour de la terre de jardin si on n'y regardait pas de près. Elle a porté une loupe sur la tache, et après un moment, l'a tamponnée avec une solution trouvée dans son panier à couture. Il a pris une légère teinte rougeâtre. Pas de terre. Sang. Et pourtant, Juliana avait porté ses chaussures à la fête et puis... Quoi? Vous les avez changées, les cachées. Pourquoi? Ou quelqu'un d'autre les a-t-il entièrement supprimées? Les implications étaient troublantes. L'inspecteur Browning n'était pas vraiment ravi d'apprendre que Miss Marple avait pris sur elle de récupérer des preuves. « Vous réalisez, dit-il en faisant les 100 pas, que retirer des objets de la propriété de quelqu'un, même au nom de la justice, est juridiquement discutable. »« Oh, je n'ai jamais quitté la voie publique, » dit-elle joyeusement. Le lierre avait poussé au-delà de la ligne de démarcation. Il m'a pratiquement présenté les chaussures. Néanmoins, mais sûrement, l'interrompit-elle doucement, la question la plus urgente est de savoir pourquoi Miss Craven les avait. Browning plissa les yeux. Elle prétend avoir vu quelqu'un avec des gants près de la tonnelle. Maintenant, elle est en possession des chaussures du suspect. Soit elle cache des preuves, soit quelqu'un les a cachées. Miss Marple hocha la tête. Tout à fait. Soit elle ment, soit quelqu'un veut nous faire croire que Juliana a planté le paravent, l'a trafiqué, puis a disparu sans ses gants, ni ses chaussures. Un peu mélodramatique, vous ne trouvez pas? Cet après-midi-là, un visiteur surprise arriva au portail de Miss Marple, M. Lucian Ainsworth, l'avocat de Londres. Son sang-froid habituel s'était légèrement effiloché sur les bords, son col de travers, sa mallette serrée avec une tension excessive. « Miss Marple, dit-il en s'inclinant précipitamment, j'ai besoin de te parler, en privé, s'il te plaît. » Elle le conduisit au salon et lui proposa du thé, qu'il refusa. « Je crois que quelqu'un est entré par effraction dans mon logement, » commença-t-il en faisant les 100 pas. « Mes papiers ont été déplacés. Rien ne semble manquer, mais la lettre de Lady Béatrice, l'original avec ses révisions prévues, je ne la retrouve pas. Elle était en ma possession jusqu'au jour de la garden party. Vous voulez dire qu'elle vous avait déjà écrit avant votre visite? Oui. Une lettre personnelle expliquant la logique derrière les changements qu'elle avait l'intention d'apporter. Elle n'était pas juridiquement contraignante, mais elle exposait ses raisons. Est-ce qu'il a nommé quelqu'un en particulier? Il hésita. Oui, elle avait l'intention de retirer le colonel Pemberton du testament. Miss Marple haussa un sourcil. Est-ce qu'elle a expliqué pourquoi? Elle n'avait pas confiance dans la façon dont il avait géré certains investissements. Elle affirmait qu'il avait manipulé les chiffres et qu'elle avait découvert des écarts. Elle voulait le confronter en privé avant d'officialiser quoi que ce soit. « Et maintenant, dit doucement Miss Marple, elle est morte. La lettre a disparu, et le colonel est toujours bénéficiaire. » L'avocat déglutit difficilement. « Tu comprends maintenant pourquoi je suis venu vers toi. Oui, et tu avais raison de le faire. » Ce soir-là, tandis que la lumière des lampes réchauffait les recoins de son salon et que le village s'apaisait, Miss Marple retourna à son carnet. Une page était désormais entièrement remplie de fils conducteurs. Nom, lien de parenté, déplacement à la garden party, objet disparu ou retrouvé là où il ne devrait pas être. Au centre, elle a encerclé 3 noms. Julienne, Pemberton, lâche, Juliana, émotive, maltraitée, mais inadaptée à la cruauté mécanique du crime. Craven, une commère, peut-être manipulée, ou peut-être se mêlant de quelque chose bien au-delà, de ses calculs,
et le colonel Pemberton, le seul à posséder à la fois des connaissances techniques en matière de structure en osier et un motif sérieux pour empêcher la lettre de Béatrice de parvenir à l'avocat. Et pourtant, il manquait encore une pièce. Le précis comment et plus important encore le quand, l'écran avait été saboté. Cela, pensa Miss Marple en éteignant la lampe, révélerait plus que n'importe quel témoignage. Il ne s'agissait pas simplement de OMS avait trafiqué le paravent en osier. Il s'agissait d'une question de quand, et cette réponse, elle en était certaine, ne résidait pas dans la spéculation, mais dans la routine, le programme d'un jardinier peut-être, ou le journal. De nettoyage d'une femme de chambre. Miss Marple rendrait visite à Wisterwood dès le matin, parce qu'à Little Crawford, où tout le monde savait tout, c'était la moindre habitude oubliée. La routine inaperçue qui mettait souvent en lumière un meurtre. Miss Marple arriva au manoir de Wisterwood tôt le lendemain matin, juste au moment où les premiers rayons de soleil filetaient sur le gravier humide de rosée de la pelouse haie. Le manoir régnait dans un silence solennel, ses fenêtres enveloppées de lierre luisant faiblement, comme s'il s'était lui aussi réveillé de rêves agités. Bien que Lady Béatrice n'ait plus été présente, ses habitudes avaient laissé des traces, les haies à moitié taillées, les massifs de roses soigneusement étiquetés et l'ordre squelettique de l'emploi du temps quotidien de sa gouvernante, que Miss Marple comptait maintenant examiner. Madame Bellamy, la gouvernante stoïque et aux yeux perçants, l'accueillit à l'entrée latérale avec un signe de tête qui exprime à la fois méfiance et respect. « Vous aurez besoin des journaux de bord du matin, j'imagine » dit-elle en faisant entrer Miss Marple à l'intérieur. « Je les ai disposés dans le garde-manger. L'inspecteur a déjà pris des copies de la semaine la plus récente, mais j'ai gardé les originaux, bien sûr. »« Bien sûr, » dit Miss Marple en posant ses gants. Il y a quelque chose dans l'encre et l'habitude qui en dit plus que n'importe quelle note dactylographiée. Les registres de la gouvernante étaient méticuleux. Chaque corvée, chaque mission et chaque pas dans le manoir était enregistré avec une précision domestique. Miss Marple passa ses doigts sur les fines pages, notant les entrées de la semaine précédant la mort de Lady Béatrice. Lundi, paravent de jardin placé dans une tonnelle à roses, demandé par Lady B mardi, écran repositionné en raison des titanium que reflet du soleil pendant le thé, ajusté par le jardinier. Mercredi, écran poli. Mademoiselle Juliana a été réprimandée pour s'être appuyée sur le cadre. Jeudi, aucun mouvement. Pluie attendue. Vendredi, écran inspecté pour l'étanchéité structurelle. Ordre donné par Lady B. Samedi, préparatif de garden party. Fleurs taillées. L'écran n'a pas bougé. Miss Marple fit une pause, les yeux s'attardant sur l'entrée du vendredi, inspectée pour l'étanchéité structurelle. Elle se tapota le menton. « Qui, puis-je demander, a effectué l'inspection ?» Madame Bellamy réfléchit. « Eh bien, il s'agirait d'Elgin, notre jardinier. Bien qu'à vrai dire, il ne touche pas aux objets décoratifs à moins qu'on ne lui ordonne. S'il fallait l'inspecter, Lady B lui demandait probablement d'aller chercher quelqu'un. Il pouvait s'agir de l'un des hommes en visite, M. Ainsworth ou le colonel Pemberton. Elle les convoquait souvent pour de petites tâches. Vous souviendrez-vous de qui c'était ce jour-là? La gouvernante hésita. Je crois que c'était le colonel. Je l'ai vu passer la porte de service juste avant midi. Il a dit que Lady B l'avait convoqué. Miss Marple hocha lentement la tête. Et a-t-il interagi avec l'écran? Pas devant moi, mais lui et Lady B ont parlé dans la tonnelle de rose. Je m'en souviens parce qu'elle m'a fait sortir son châle. Vert, il y avait du vent ce matin-là. Merci, Madame Bellamy. Vous avez été très utile. À midi, le colonel Pemberton était à sa place habituelle sous le chêne devant son cottage, lisant le Télégraphe et boire du thé fort dans une tasse, militaire battu. Il aperçut Miss Marple qui approchait avec une expression quelque part entre l'amusement et l'inquiétude. « Vous venez m'interroger à nouveau, Miss Marple » aboya-t-il. « Où avez-vous découvert une société secrète de voleurs de géranium ?»« Je vous assure, » répondit-elle. « Mes questions sont strictement horticoles aujourd'hui.
Je me demandais si vous pouviez m'éclairer sur la tension de l'osier. Voyez-vous, je suis fasciné par la précision requise pour effondrer une structure comme un paravent, surtout dans une direction qui heurterait une personne assise. La mâchoire du colonel se serra. Tout est une question de précision. Plier la colonne vertébrale au niveau de la troisième articulation, couper un lien de canne à la base, et le reste suivra. Mais c'est de la théorie. Personne ne prendrait. C'est la peine de le faire à moins de... Vous aviez une raison, proposa-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. Si vous insinuez que je l'ai falsifié, vous perdez votre temps. Pas du tout, dit-elle agréablement. Mais toi était... Vous avez été convoqué par Lady Béatrice la veille de la garden party, n'est-ce pas? Oui. Elle voulait discuter. Des ajustements à notre accord financier. Elle a affirmé avoir trouvé des erreurs dans ses dossiers d'investissement. Elle a dit qu'elle pourrait rompre notre accord. Miss Marple l'observa. Êtes-vous d'accord? Je lui ai dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait avec son argent. Mais je lui ai rappelé très fermement qu'elle avait approuvé chacun de mes choix d'investissement au fil des années, et que si ses comptes étaient déficitaires, c'était parce qu'elle s'était retirée trop tôt des avoirs stables pour suivre les tendances. Elle n'était pas contente. Elle était furieuse. Elle a dit que je l'avais induite en erreur. J'ai menacé de partir et elle a dit qu'elle veillerait à ce que je sois complètement exclu du testament. Je lui ai dit qu'elle le regretterait. Sa voix tomba presque à un murmure. Mais je ne l'ai pas tué. Miss Marple pencha la tête en le considérant. Non, colonel, je pense plutôt que vous n'êtes pas du genre à comploter dans l'ombre. Vous êtes plutôt du genre sur les champs de bataille. Mais quelqu'un était au courant de cette querelle, et quelqu'un s'en est servi pour brouiller les cartes. De retour au village, la roue des potins tournait plus vite que jamais. Miss Felicity, Craven était revenue de chez sa sœur et tenait sa cour au King's Whistle, son récit des événements étant désormais ajusté pour inclure de nouvelles visions. J'ai toujours dit que Juliana avait l'air coupable. Petite chose pâle et nerveuse. Mais maintenant je me demande, peut-être que c'était une ruse, peut-être que quelqu'un utilisait son. Monsieur Pinch le boucher se pencha en avant. Mais qu'en est-il? De l'avocat. Il semble trop habile à moitié, il regarde toujours, il griffonne toujours. Et qu'en est-il de l'écran? Ajouta Miss Larch en servant des crumpets avec une générosité téméraire. Personne ne parle de la vraie question. Qui construit le piège? Miss Marple, assise à proximité avec son tricot, sourit faiblement. Car c'était vrai. Plus personne ne posait la question la plus évidente. Le village était devenu fasciné par le caractère, l'émotion et la trahison. Mais c'était la méthode, toujours la méthode qui comptait. Ce soir-là, Miss Marple rendit discrètement visite à Juliana en détention. La jeune femme était pâle mais calme, les doigts serrés. « J'ai entendu dire, dit-elle avec un sourire tremblant, que le colonel Pemberton est désormais une personne intéressante. » Miss Marple hocha la tête. « Les gens sont très désireux de pointer du doigt, mais je me demande, Juliana, as-tu déjà confié à quelqu'un les menaces de ta tante de modifier le testament ?» Juliana secoua la tête. « Une seule, Miss Craven. Je n'ai nommé personne, j'ai juste... J'étais bouleversé et elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit que ma tante avait menacé de m'interrompre. »« Ah !» Miss Marple s'assit en avant. « Et comment? A-t-elle réagi? » Elle a dit qu'elle avait toujours su que Lady Béatrice était vindicative, que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un lui tienne tête. Miss Marple soupira. « Parfois, ma chère, la sympathie n'est que le premier pas dans le jeu de quelqu'un d'autre. » Juliana leva brusquement les yeux. « Pensez-vous qu'elle... »« Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'un grand nombre de personnes dans ce village ont sous-estimé la force discrète des erreurs d'orientation. » Alors que le crépuscule tombait sur Little Crawford, Miss Marple rentra chez elle et alluma une lampe à côté de son bureau. Son carnet portait désormais une nouvelle colonne, moyen, motif, mauvaise orientation. Tous trois avaient été armés. Et au centre de tout cela,
partagée entre griefs domestiques, ruines financières et vengeance murmurée, se trouvait l'esprit de quelqu'un qui comprenait bien trop bien la nature humaine. Quelqu'un qui savait qu'une dispute entre une jeune pupille et sa tante éclipserait tout. Quelqu'un qui avait pris des gants en dentelle, des chaussures en ivoire, un alibi en ruine, et les avait transformés en scène. Miss Marple resta assise immobile pendant un long moment. Demain, elle demanderait une conversation privée avec Miss Felicity Craven. Il était temps de voir combien on pouvait apprendre d'un mensonge bien entretenu. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait sur Little Crowford, comme si le village lui-même retenait son souffle. La brume s'enroulait le long des haies et flottait sur le chemin tel un linceul pâle. Même le chant des oiseaux semblait discret, hésitant. Dans le silence, Miss Marple s'habillait avec soin, épinglant soigneusement sa broche et choisissant son chapeau le plus discret, le gris tourterelle au ruban délavé. La visite d'aujourd'hui, soupçonnait-elle, exigerait plus d'écoute que de paroles. Miss Felicity Craven a ouvert sa porte avec un sourire raide et des yeux qui se sont tournés vers le chemin au-delà de l'épaule de Miss Marple, comme si elle se méfiait des observateurs invisibles. Sa maison sentait légèrement les sachets de lavande et le vieux linoléum. Une théière de thé trop bouillie était oubliée sur la cuisinière et l'un de ses chats, une écaille de tortue élégante, encerclait les chevilles de Miss Marple avant de disparaître sous le fauteuil. « Je ne m'attendais pas à des visiteurs », a déclaré Miss Craven en introduisant son invité dans le salon. « J'étais justement en train de réorganiser mes livres. Il y a tellement de bêtises sur la criminalité moderne. Vous ne trouvez pas? Que du sang et pas de psychologie. »« Tout à fait, » murmura Miss Marple. « J'ai toujours pensé que le plus petit geste, une phrase inachevée ou la façon dont quelqu'un tient une tasse de thé en dit long sur un millier de rapports médico-légaux. » Miss Craven rougit et esquissa un rire cassant. « Cela ressemble plutôt à votre façon de faire, n'est-ce pas? Toujours à regarder, toujours à remarquer. » Miss Marple laissa passer le commentaire. « Je comprends que vous ayez été mise à rude épreuve ces derniers temps. Cette terrible affaire avec Lady Béatrice. On ne peut s'empêcher d'en sentir le poids. »« Oh, c'est terrible, » dit Miss Craven en croisant fermement ses mains sur ses genoux. « Et la pauvre Juliana, j'espère qu'ils blanchiront bientôt son nom. La pauvre fille est bien trop délicate pour une telle humiliation publique. » « En effet, je comprends que tu l'aimais beaucoup. Elle s'est confiée à moi, vous savez, quand sa tante a menacé de lui couper la parole. J'étais probablement la seule personne à qui elle pouvait parler. J'ai toujours dit que Béatrice avait un côté cruel, même si je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. » Miss Marple fit une longue pause avant de répondre, sa voix presque désolée. « Et pourtant, j'ai découvert quelque chose d'assez étrange, Miss Craven. J'ai bien peur qu'il s'agisse d'une paire de chaussures trouvées juste à côté de votre jardin. » Miss Craven se figea. « Oh oui, » continua doucement Miss Marple, « des escarpins en ivoire, ceux de Juliana. Tout à fait distinctifs. Et curieux, ne trouvez-vous pas, qu'ils se retrouvent cachés sous votre lierre quelques jours seulement après le meurtre ?» Miss Craven se rétablit rapidement, mais son sourire se resserra comme une jarretière cassée. Je suppose qu'elle aurait pu les laisser tomber, ou les jeter par-dessus la haie en détresse. Elle a toujours été imprévisible. Miss Marple lui lança un long regard inquisiteur. « Et les gants, ceux trouvés derrière cette folie. Je crois me rappeler que vous avez mentionné un personnage ganté dans votre déclaration à l'inspecteur. Une personne suspecte trafiquant l'écran. »« Oui, » dit Miss Craven, « c'est exact. Tu n'as jamais vu le visage ? » ?»« Non, juste une ombre. Des gants en dentelle. Il semblait féminin. » Miss Marple pencha la tête. « Et pourtant, on pourrait penser que les gants en dentelle sont un choix particulier pour le sabotage. Ils n'offrent pas beaucoup d'adhérence. » Il y eut un silence si profond que Miss Marple pouvait entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine dans la pièce voisine. « J'ose dire que quelqu'un voulait que vous les voyiez, » a-t-elle ajouté. « Ou crois que tu l'avais fait. » Le sang-froid de Miss Craven se brisa.
Ses doigts s'enfoncèrent dans ses genoux. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement, Miss Marple? Peut-être que ce que vous avez vu n'était pas un souvenir, dit doucement Miss Marple, mais une histoire plantée là avec autant de soin que les gants et les chaussures. Miss Craven se leva brusquement. « Je pense que tu ferais mieux de partir. » Miss Marple se leva également, toujours aussi calme. « Bien sûr, mais considérez ceci. Si vous protégez quelqu'un, l'étau se resserre pour vous deux. » De retour à la maison, Miss Marple retourna la conversation dans son esprit tout en reprenant son tricot. Miss Craven avait réagi trop brusquement, trop tôt. L'anxiété, les contradictions, tout cela faisait allusion à la culpabilité. Mais la culpabilité de quoi? Du meurtre? Ou d'une moindre tromperie? Avant qu'elle puisse à nouveau réfléchir, un coup à la porte l'interrompit. C'était Thomas Dilling, le facteur, essoufflé et agitant un billet plié. « Ceci vient d'arriver, Miss Marple. Pas d'adresse de retour. Il est tombé dans la fente aux lettres du bureau du constable, une écriture inhabituelle aussi. Ils ont pensé que vous devriez le voir. » Elle le remercia et déplia soigneusement le papier. Le message était bref et tapé. Arrêtez de poser des questions sur l'écran. Certains secrets ne sont pas censés être découverts. Gardez le nez dehors avant que quelqu'un ne soit blessé. Aucune signature. Aucune trace d'origine. Mais la menace était indubitable. Miss Marple plia la note avec soin, son visage indéchiffrable. Ainsi, le tueur ne se contentait plus de piéger une autre personne, il cherchait désormais à la réduire au silence. C'était toujours l'étape finale, la panique. Lorsque des mensonges soigneusement dissimulés commençaient à se dévoiler, des personnes désespérées tentaient de colmater les brèches. Cela signifiait qu'elle était proche. Pendant ce temps, l'inspecteur Browning avait reçu des nouvelles du bureau du notaire de Londres. Ils avaient finalement retrouvé un double de la lettre personnelle de Lady Béatrice, celle qui avait disparu de la possession de M. Ainsworth. Il avait été classé par erreur dans une correspondance sans rapport et n'avait été récupéré qu'après qu'un secrétaire diligent ait reconnu l'écriture manuscrite. La lettre, bien que non juridiquement contraignante, dressait un tableau accablant. Lady Béatrice avait qualifié le colonel Pemberton de « financièrement peu fiable », l'avait accusé de calcul créatif et avait clairement déclaré qu'elle avait l'intention de le rayer de son testament. Elle a également évoqué, quoique indirectement, un ami dont la loyauté est devenue opportuniste et a exprimé sa crainte que quelqu'un de très proche ait commencé à jouer à des jeux. La lettre ne nommait pas cette deuxième personne. Browning a immédiatement appelé Miss Marple. « Donc, dit-il en posant la lettre, Pemberton avait un mobile, et la lettre le confirme. Mais je n'aime pas cette phrase sur les jeux. Ça a l'air mis en scène. »« C'est vrai, dit simplement Miss Marple, et je crois que cela n'a pas été mis en scène par le colonel, mais par quelqu'un de beaucoup moins visible. Lâche, elle est peut-être impliquée, mais elle n'est pas assez intelligente pour installer un écran en osier de manière à ce qu'il s'effondre avec précision. Cela nécessite des compétences et de la planification. » Browning fronça les sourcils. « Et alors ?» Miss Marple croisa les doigts. « Considérez ceci. La seule personne portée disparue dans les moments cruciaux précédant l'incident était M. Ainsworth. » L'inspecteur cligna des yeux. « L'avocat ? Il a été aperçu près des tables à thé, oui, mais il a ensuite disparu pendant plusieurs minutes. Personne ne l'a vu lors de l'effondrement lui-même, et il a lui-même avoué avoir eu accès à l'écran dans les jours qui ont précédé la garden party. Mais il n'aurait aucune raison de la tuer. Elle était une cliente. Pas s'il risquait de perdre quelque chose, a déclaré Miss Marple. Supposons, par exemple, qu'elle découvre que ses pratiques juridiques étaient flexibles. Supposons qu'elle lui dise qu'elle le retirerait non seulement de ses affaires, mais qu'elle le dénoncerait. Browning se rassit. Cela expliquerait la lettre manquante. Pourquoi il a essayé de l'épingler sur Pemberton? Et pourquoi il avait besoin de quelqu'un pour corroborer une fausse observation, quelqu'un comme Miss Craven?
L'inspecteur s'est frotté le visage. « Je l'aurai ici demain, mais nous aurons besoin de plus que de la spéculation. »« Vous l'aurez, » dit doucement Miss Marple, « parce qu'il fera une dernière erreur, ils le font toujours. » Cette nuit-là, Miss Marple ne dormit que légèrement, ses pensées tournant en cercle lent et délibéré. Un notaire dont les papiers manquaient, une femme qui en a trop vu ou qui a dit qu'elle en avait vu, chaussures bougées, gants, plantés, lettres interceptées, et maintenant une menace contre elle. Elle avait remué le nid et maintenant le frelon l'observait. Mais Miss Marple n'était pas étrangère au danger. Elle comprenait mieux que quiconque que la violence se présentait souvent dans une enveloppe discrète, un regard voilé ou une tasse de thé égarée. Elle retournerait au jardin, de bonne heure, alors que la rosée collait encore aux pétales. Il lui restait une dernière chose à tester, un détail que personne d'autre ne remarquerait, car dans l'affaire du paravent en osier, l'histoire n'était pas encore terminée. Mais les derniers fils commençaient à révéler la main qui les avait tissés. Le lendemain matin, les premières heures enveloppèrent le manoir de Wisterwood d'une épaisse brume nacrée. Des volutes de brouillard se faufilèrent entre les haies du jardin et s'enroulèrent autour du pied de la tonnelle de rosier, où se dressait encore le paravent en osier, partiellement effondré, délimité par la ficelle de l'inspecteur Browning et un petit panneau en bois indiquant « Ne pas déranger ». Mais Miss Marple le perturba néanmoins. Elle avait quitté sa maison à 6h30, emmitouflée dans son châle le plus épais, et se tenait maintenant devant le panneau, brisée, les yeux plissés non par chagrin ou par nostalgie, mais par calcul. Dans une main gantée, elle tenait un mètre ruban, et dans l'autre, une ficelle. Elle a travaillé avec une précision silencieuse, mesurant l'arc de trajectoire de la canne cassée et traçant doucement le point de fracture avec un doigt ganté. Ses mouvements étaient réguliers et précis. Elle marqua le point d'impact sur la terre molle sous la tonnelle avec un petit caillou de craie sorti de sa pochette à couture, puis recula, son expression illisible. Quelques minutes plus tard, elle entendit des pas derrière elle. « Tu te lèves tôt » dit une voix. Elle se tourna calmement. Monsieur Lucian Ainsworth se tenait là, habillé impeccablement, même si le regard dans ses yeux était plus aiguisé qu'il ne l'avait été dans le passé. Il sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je le suis toujours » répondit-elle. « Il y a une paix au petit matin qu'on ne peut pas trouver dans l'agitation de la journée. » Il s'approcha, les mains dans les poches de son manteau. « Revisiter la scène du crime. » Ça vaut toujours le coup d'y jeter un deuxième coup d'œil. Son ton était léger, conversationnel. C'est une de mes habitudes. Je trouve que les jardins se souviennent des choses longtemps après que les gens les ont oubliées. Il eut un bref rire. Cela semble plutôt poétique pour une scène de crime. Miss Marple étudia le cadre effondré de l'écran. « Dites-moi, monsieur Ainsworth, quand exactement avez-vous parlé pour la dernière fois à Lady Béatrice ?» Son front se plissa légèrement. « La veille de la garden party. Nous avons eu un bref échange. Je suis venu confirmer notre rendez-vous. Elle l'a reporté au lendemain soir. Et de quoi avait-elle l'intention de discuter ?» Il haussa les épaules. « Les questions habituelles. L'administration juridique. Quelques modifications à son testament. » Miss Marple hocha la tête. « Et, pourtant, elle n'a jamais eu cette réunion, n'est-ce pas ?»« Non, » dit-il doucement. « Une tragédie. » Elle se tourna pour lui faire entièrement face, les yeux perçants. « Vous savez, monsieur Ainsworth, la particularité de la vannerie est qu'elle est à la fois solide et fragile. Elle peut supporter beaucoup de poids, à moins que quelqu'un ne compromette la structure au niveau d'une articulation spécifique. Une tranche ici, une ligne de tension effilochée là. C'est vraiment chirurgical. Quelqu'un le savait. » Il n'a rien dit. Elle fit un pas de plus. « Vous saviez également que Lady Béatrice se préparait à vous exclure de ses affaires. Elle avait commencé à remettre en question votre gestion légale de ses investissements. Ce n'était pas une supposition. Cela était indiqué très clairement dans une lettre qu'elle a envoyée à votre entreprise. Une copie a depuis fait surface. » Son visage se contracta. « Elle vous a mentionné directement, » a poursuivi Miss Marple.
Et elle craignait que vous ne ripostiez. C'est, je crois, précisément ce que vous avez fait. Il s'est moqué. M'accusez-vous de meurtre, Miss Marple? Elle le regarda, l'expression sereine. Pas d'accusation. Simplement énoncer une possibilité. Mais c'est étrange, n'est-ce pas, que personne ne vous ait vu au moment où l'écran est tombé, que vous n'étiez ni avec la foule, ni à votre table? Il sourit froidement. Je suppose que j'ai dû errer. Elle fit une pause. Et cette errance vous a placé près de l'arrière de la tonnelle, peut-être? Assez près pour déclencher la chute d'un panneau gréé? Il s'approcha. Que proposez-vous exactement? Je crois, dit-elle lentement, que vous avez affaibli le panneau la veille, lors de votre consultation à Wisterwood. Vous avez desserré une latte, à peine visible, puis êtes revenu pendant la fête, avez fait le tour derrière la tonnelle et lui avez donné le moindre coup de pouce lorsque Lady Béatrice s'est assise pour prendre sa photo. Son expression se figea. « Ah, dit-elle, tu ne connaissais pas la photo ?» Il avait l'air frappé maintenant. Je crois que la nièce du vicaire l'a pris juste avant l'effondrement. Nous ne l'avons pas encore examinée correctement, mais elle a mentionné qu'elle jouait avec le minuteur et avait capturé une image large par erreur. Peut-être que vous êtes dedans. Il ne dit rien, mais le silence était désormais chargé, les yeux fixés sur elle. Elle baissa la voix. « Je n'ai qu'une seule question, monsieur Ainsworth. Pourquoi planter les gants ?» L'espace d'un instant, le masque tomba. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. C'était suffisant. « Je vois, » dit doucement Miss Marple. « Vous aviez besoin d'une distraction, un faux suspect. Et la pauvre Miss Craven, avec sa nature bavarde, était facilement influençable. Vous l'avez convaincue de mentionner les gants. Peut-être les avez-vous même plantés vous-même. Et les chaussures? Une touche finale. Quel petit cadre bien rangé vous avez construit pour Juliana. » Les poings de M. Ainsworth se serrèrent. « Vous n'avez aucune preuve. J'ai un motif, une méthode et une contradiction, » a déclaré Miss Marple. Et maintenant, réaction. À ce moment-là, une deuxième série de pas arriva. L'inspecteur Browning apparut derrière l'avocat. « Nous avons tout entendu, » dit-il doucement. « Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un faux pas de plus. » M. Ainsworth s'est retourné pour fuir, mais Browning l'a saisi fermement par l'épaule. « Vous êtes en état d'arrestation, monsieur, pour le meurtre de Lady Béatrice Hardwicke. » De retour dans le calme de son salon cet après-midi-là, Miss Marple se servit une modeste tasse de Darjeeling et laissa ses pensées se reposer pour la première fois depuis des jours. Dehors, les oiseaux avaient repris leur chant, et le léger grincement des roues de bicyclette résonna au retour de la femme du pasteur du marché. Le village bourdonnait déjà de la nouvelle de l'arrestation, mais pour Miss Marple, l'émotion de la résolution ne résidait pas dans les acclamations, mais dans la clarté. Elle a tout passé en revue dans sa tête, chaque fil du puzzle. Un avocat, menacé d'être démasqué, apprend qu'il va être écarté des affaires de son riche client. Il visite le domaine sous prétexte d'une réunion et profite de cette occasion pour altérer le paravent en osier. Il n'a pas l'intention d'agir immédiatement. Il attend la garden party jusqu'à ce que Lady Béatrice soit assise et distraite. Au moment où personne ne regarde, il se glisse derrière la tonnelle, donne un coup de coude au cadre affaibli et s'assure que sa mort ressemble à un accident tragique. Mais un meurtre reste rarement net. Il panique. Il lui faut un bouc émissaire. Juliana est un choix facile, émotive, volatile et visiblement querelleuse avec sa tante. Il récupère ses gants et les place près de la folie. Plus tard, il vole ses chaussures au manoir et les cache près du jardin de Mademoiselle Craven. Il murmure des demi-vérités à Mademoiselle Craven, lui en donnant juste assez pour la pousser à répéter un mensonge qu'elle croit être son propre souvenir. Mais trop de sujets, trop de mains impliquées, et une femme qui remarque tout. Plus tard dans la soirée, Miss Marple s'est rendue au presbytère où Juliana avait été confiée aux soins du vicaire et de sa femme. La jeune femme l'accueillit avec des yeux cerclés de rouge et des mains tremblantes. « Tu m'as sauvée » murmura-t-elle. Miss Marple lui prit doucement la main. « Tu n'as jamais été le méchant, ma chérie.
tu es seulement fait pour en ressembler à un. » Juliana se mit à pleurer, et Miss Marple s'assit à côté d'elle, lui tapotant doucement l'épaule. « C'est fini maintenant. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la pièce étant sombre mais chaleureuse. Alors Juliana a demandé « Vont-ils l'envoyer en prison ?» Miss Marple hocha la tête. « Il répondra de ce qu'il a fait, non seulement du crime, mais aussi de l'utilisation des peurs et des vulnérabilités des autres. » Juliana leva les yeux. « Vais-je un jour m'en libérer ? Le temps fait des choses curieuses, » a déclaré Miss Marple. « Il oublie les fausses histoires et se souvient des vrais cœurs. Vous retrouverez votre paix. » Alors que la nuit tombait sur Little Crawford, des lanternes clignotaient aux fenêtres des cottages, et le doux bourdonnement de sécurité revenait. Les ombres s'étaient allongées, mais la vérité était enfin apparue dans la lumière. Et dans une modeste maison de Church Lane, une femme âgée sirotait son thé, retournait à son tricot et réfléchissait, non pas au crime, mais à l'émerveillement infini et complexe de la nature humaine. L'affaire du paravent en vannerie était terminée. Mais dans le monde de Miss Marple, où les secrets sont toujours à portée de main, le prochain mystère n'était jamais loin. 2. Jours après l'arrestation de M. Lucian Ainsworth, les villageois de Little Crawford se sont à nouveau rassemblés au salon de thé King's Whistle, non pas pour bavarder cette fois, mais avec une fascination solennelle. Le scandale qui avait récemment éclaté dans les ruelles du village, comme du petit bois sec, avait maintenant pris feu, et l'histoire était plus étrange que la fiction. Il avait l'air si poli, marmonna M. Pinch, le boucher, secouant la tête alors qu'il déchirait un scone. Pas du genre à assassiner une femme dans son propre jardin. C'est toujours ainsi, Godfrey, répondit Miss Larch. Ce ne sont jamais ceux qui ont de la boue sur leurs bottes, ce sont ceux qui savent nouer une cravate. Au fond du salon de thé, Miss Craven était assise en silence, les yeux baissés, son commentaire habituel curieusement absent. La découverte de sa complicité, même indirecte, avait meurtri sa réputation. Même si elle n'avait pas brandi la main fatale, sa volonté d'embellir la mémoire avait presque coûté sa liberté à une femme innocente. Certains villageois la saluaient maintenant avec des hochements de tête froids, d'autres pas du cul. Tout et Juliana? Elle était revenue à Wisterwood sous la tutelle de l'épouse du vicaire pour le moment, le manoir étant désormais temporairement fermé en attendant la réévaluation de la succession. Elle se déplaçait tranquillement à travers le village, l'ombre d'elle-même, même si chaque jour lui ramenait un peu plus de couleur aux joues. Seule Miss Marple resta insensible à la vague de l'opinion. Elle n'était pas retournée au salon de thé depuis son arrestation et ne s'était pas prononcée publiquement sur le sujet. Mais elle avait accepté l'invitation de l'inspecteur Browning au commissariat où il avait réuni les personnalités clés pour un débriefing formel dans la petite salle de réunion lambrissée. Un feu crépitait doucement dans l'âtre. L'odeur du tabac et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Étaient à présent Juliana, le colonel, Miss Craven, assise au fond, tenant un mouchoir, et M. Hargrove, l'avocat externe de Londres. L'inspecteur Browning se tenait près du foyer, les bras croisés, l'expression solennelle. Miss Marple était assise au centre de la longue table en chêne, son tricot sur ses genoux, ses lunettes baissées sur son nez alors qu'elle s'adressait au groupe. « J'ai pensé qu'il valait mieux, » commença-t-elle, « d'offrir un compte-rendu approprié non seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de la manière dont cela a été fait. Ces choses sont rarement simples, et bien que l'issue semble maintenant inévitable, le chemin ici était tout sauf. » Un silence tomba sur la pièce. « Pour commencer, » a-t-elle déclaré, « le motif. Monsieur Ainsworth n'agissait pas simplement par désespoir de rester dans les bonnes grâces de Lady Béatrice. Il était confronté à l'effondrement d'une façade beaucoup plus grande. Plusieurs de ses clients avaient commencé à remettre en question les divergences dans leur portefeuille. Lady Béatrice, qui n'est jamais du genre à se laisser tromper, avait découvert qu'il avait mal géré une partie de sa succession. M. Hargrove hocha gravement la tête.
Nous avons découvert des preuves de journaux de transactions falsifiés dans les registres de son entreprise, continua Miss Marple. Elle avait prévu de le confronter en privé, mais a également envoyé une lettre décrivant ses inquiétudes à votre bureau. Lorsqu'elle l'a ensuite convoqué au manoir sous prétexte de discuter de son testament, il a vu la tempête qui s'annonçait. L'inspecteur Browning a ajouté « Il est probable qu'il pensait qu'elle le retirerait de sa succession et le dénoncerait au conseil juridique. » Miss Marple hocha la tête. « Et c'est ainsi qu'il a conçu un plan. Non, seulement pour la faire taire, mais aussi pour détourner complètement les soupçons. Le paravent en osier, qu'il savait qu'elle appréciait et qui avait été déplacé dans la tonnelle quelques jours auparavant, est devenu son arme de prédilection. » Elle se tourna vers le colonel Pemberton, qui se tenait debout, figé. « Vous avez été convoqué au manoir la veille de la fête, n'est-ce pas ?» Le colonel hocha brièvement la tête. « Elle m'a accusé d'incompétence, d'erreur financière. J'ai été peu aimable. En effet, dit gentiment Miss Marple, votre querelle, entendue par le personnel, est devenue le premier fil d'Ariane. Monsieur Unsworth le savait et l'a utilisé. Mais plus intelligent encore, il a choisi un mécanisme que peu de gens pouvaient comprendre. L'écran en osier a été saboté avec une précision chirurgicale. Une tige de support subtilement rasée et une articulation centrale affaiblie. Il n'était pas destiné à tomber à moins d'être déclenché d'une manière spécifique. Juliana, pâle et posée, demanda doucement « Comment a-t-il fait tomber ça ?» « Pendant la fête, répondit Miss Marple, il a attendu le moment précis où Lady Béatrice était assise devant le paravent, engagée dans une conversation. Il s'est glissé derrière la tonnelle invisible, car tout le monde était occupé avec le service du thé, et a pressé une main gantée contre l'articulation affaiblie. Le panneau s'est effondré en avant, sa trajectoire parfaite, instantanée, fatale et apparemment accidentelle. Miss Craven laissa échapper un léger cri. Mais pour dissimuler son rôle, continua Miss Marple, il avait besoin d'une mauvaise direction. Et c'est là que vous, Miss Craven, êtes entrée en scène. Le visage de la femme âgée devint rouge tacheté. Je ne voulais pas... Vous avez répété ce que vous croyiez avoir vu, dit doucement Miss Marple. Une silhouette avec des gants manipulant l'écran. Mais je soupçonne que M. Ainsworth vous l'a suggéré après coup, vous a poussé vers le souvenir. Peut-être l'a-t-il décrit subtilement, comme quelque chose que vous auriez pu entrevoir. Assez pour que, dans votre inquiétude et votre désir d'aider, vous l'ayez fait vôtre. Miss Craven ouvrit la bouche pour protester, mais la referma vaincue. Et les gants et les chaussures, poursuivit Miss Marple, étaient le coup de maître. Les gants de Juliana, sortis de son tiroir avant la fête, étaient cachés derrière la folie. Ses chaussures, retirées pendant son bain, étaient placées derrière la haie du jardin de Miss Craven. De petits indices accablants qui créaient une illusion de culpabilité. Tous plantés. Juliana restait immobile, les yeux humides. « Mais comment as-tu su que c'était lui ?» a demandé M. Hargrove. Miss Marple eut un léger sourire. Il a commis une erreur. Lorsque je lui ai parlé à la tonnelle, cette semaine encore, il ignorait qu'une photo avait été prise quelques instants, avant que l'écran ne tombe. La nièce du vicaire jouait avec son appareil photo et a pris une large vue de la scène. Il s'est figé lorsque j'en ai parlé. Il pensait qu'il n'y avait aucun témoin. L'inspecteur Browning désigna un dossier en papier cartonné. La photo est là. Vous pouvez juste distinguer son manteau à l'arrière de la tonnelle, partiellement, obscurci. Mais ça suffit. Et lorsqu'il a été confronté, a terminé Miss Marple, il n'a pas pu s'empêcher d'insister. Il a posé trop de questions. Il s'est trahi. Le silence retomba. Le colonel Pemberton s'éclaircit la gorge. Alors, et maintenant ? Maintenant, a déclaré Browning, il sera officiellement inculpé et transféré à Londres pour y être jugé. Il y a beaucoup de désordre juridique à nettoyer, mais le village au moins peut à nouveau respirer. Juliana regarda Miss Marple. « Comment puis-je vous remercier ?» Miss Marple sourit chaleureusement, en vivant librement et sagement.
et en ne remettant plus jamais en doute votre propre vérité. À l'extérieur de la gare, l'air était devenu vif. Les nuages s'écartèrent au-dessus, projetant de longs rayons de lumière sur les toits du village. La vie commençait à revenir à Little Crawford. Le facteur reprit son sifflet. Les enfants se sont précipités devant la clôture du presbytère avec des cerfs-volants. Au salon de thé, les scones étaient une fois de plus le sujet de conversation le plus animé. Miss Marple rentra lentement chez elle, savourant le réconfort de l'ordre rétabli. À sa porte, elle s'arrêta, regardant vers les collines où les jonquilles avaient recommencé à fleurir. La vérité, pensait-elle, se trouvait rarement dans les déclarations, mais dans les détails. Une chaussure manquante, un mensonge mal choisi, un regard effrayé. Et ces détails, lorsqu'ils sont clairement vus, montrent toujours la voie. Dans son salon, le feu s'était éteint jusqu'à devenir une lueur dorée. Elle se mit au tricot où un motif familier attendait son prochain point. L'affaire du paravent de vannerie était conclue. Mais dans un village où la nature humaine prospérait dans le silence et les secrets, Miss Marple le savait. Il y avait toujours une autre histoire qui l'attendait juste derrière la porte du jardin. C'était une semaine après le rassemblement final à la gare, et le village de Little Crawford avait, du moins en apparence, retrouvé son rythme habituel. L'épicier accueillait une fois de plus les clients avec des plaisanteries joyeuses. Les cloches de l'église sonnaient consciencieusement le dimanche matin, et les rumeurs de ragots avaient détourné leur regard du meurtre vers des sujets plus banals. Un chien de mauvaise humeur sur Honeysuckle Lane, une fenêtre d'église fissurée, le prix des groseilles à maquereaux. Mais sous l'agréable façade persistait un léger sentiment de changement, comme si le village avait respiré, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expulser. Le genre de souffle qui laisse un léger frisson dans les os, même au printemps. Wisterwood Manor, autrefois siège animé de la tyrannie sociale de Lady Béatrice, était fermé et immobile. Le personnel de maison s'était dispersé. Madame Bellamy était partie vivre chez un cousin dans le Dorset. Le jardinier avait pris un poste au domaine de Birch Hollow et le cuisinier était parti sans adresse de réexpédition. Seule Juliana est restée, hébergée temporairement dans le presbytère, tandis que l'avenir du domaine était dénoué par un réseau complexe de réévaluation juridique. Il s'est avéré que le testament était effectivement en cours de révision au moment du décès de Lady Béatrice. Bien que les modifications formelles n'aient pas été signées, un témoignage de M. Hargrove, appuyé par les notes personnelles et la correspondance de Lady Béatrice, a suffi à convaincre le tribunal de ses intentions. La part du colonel Pemberton fut radiée du domaine par décision judiciaire, et Juliana, la dernière parente vivante par le sang, hériterait de la majeure partie du manoir et de ses propriétés. Pourtant, comme Miss Marple le pensait souvent, la richesse était un baume froid pour les blessures qui ne saignaient pas. Juliana resta réservée les jours qui suivirent, errant dans le jardin du curé, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Miss Marple lui rendit visite une fois de plus, lui apportant un panier de confitures et un doux sourire. C'est un peu comme si on nous remettait les clés d'une maison dont on ne se souvient pas avoir construit, a avoué Juliana, assise sous un lilas en herbe. Je ne sais pas quoi en faire. Wisterwood, je veux dire. Chaque pièce contient quelque chose d'elle et de moi telle qu'elle m'a façonné. Miss Marple hocha la tête. Cela prend du temps, ma chère. Une maison n'est pas seulement construite en bois et en plâtre. Elle est façonnée par la mémoire. Si elle semble lourde maintenant, peut-être demande-t-elle à être remplie de nouvelles. Juliana la regarda. Est-ce que ce serait terrible de le vendre, de partir complètement? Miss Marple sirota son thé. Pas terrible du tout. Il faut déraciner certaines racines pour qu'elles repoussent. Sois juste sûr que ce que tu fuis n'est pas toi-même. Il y eut un long silence, puis Juliana dit, presque à voix basse, « Elle m'a fait craindre mon propre esprit. Pendant des années. Mais je crois que j'ai commencé à croire que ce que je vois, ce que je ressens n'est pas toujours faux.
Les yeux de Miss Marple se réchauffèrent. « C'est le début de la force, ma chère. Pas l'absence de peur, mais la décision d'y faire face honnêtement. » Ailleurs dans le village, des contes plus calmes se déroulaient. Miss Felicity Craven s'était presque entièrement retirée de la vie publique. Elle n'offrait plus de thé le jeudi et ne se promenait plus devant le magasin de légumes avec son habituel chapeau lavande. Ses fenêtres restaient fermées et ses rideaux flottaient comme des bandages de gaz au vent. Son isolement n'était pas exactement une punition. Personne ne l'avait formellement ostracisé, mais quelque chose de plus naturel s'était produit. Le village, dans sa conception collective, avait tout simplement cessé d'appeler. C'était comme si la marée sociale s'était retirée de chez elle et ne remontait plus que de loin. Miss Marple, cependant, a tenu à lui rendre visite un matin frais, sans y être invitée, mais pas malvenue. La maison sentait légèrement la naphtaline et la menthe, et Miss Craven apparut dans une robe de chambre délavée, les yeux bordés de regret. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement, après que Miss Marple se soit installée dans un fauteuil effiloché. « Je pensais que j'aidais. Quand M. Ainsworth m'a demandé si j'avais vu quelque chose, j'ai pensé que c'était peut-être le cas. Je voulais juste être utile. »« Vous avez été induit en erreur, » répondit doucement Miss Marple. « Et peut-être un peu trop désireux de faire partie de l'histoire. Mais je ne crois pas que vos intentions étaient cruelles. » Miss Craven hocha lentement la tête. « Pourtant, j'ai failli contribuer à mettre une fille innocente en prison. Nous faisons tous des erreurs, Miss Craven, certaines par méchanceté, d'autres par solitude. » Ce dernier mot semblait résonner dans le silence. Miss Marple se leva peu après, mais avant de partir, elle toucha la main de la femme plus âgée. « Venez au marché de printemps samedi prochain, » dit-elle. « Amenez un de vos chats s'il le faut. Il est temps que le village vous revoie. » Miss Craven eut un sourire hésitant. « Pensez-vous qu'ils me pardonneront ? Ils n'en auront pas besoin, » a déclaré Miss Marple. « Ils ont déjà oublié à quel point tu leur as manqué. » À mesure que le village avançait, les affaires officielles évoluaient également. Monsieur Lucian Ainsworth a été transféré sous surveillance à Londres, où il devait être jugé non seulement pour le meurtre de Lady Béatrice, mais aussi pour fraude, manipulation de dossiers clients et entrave à la justice. L'affaire, étayée par le témoignage du cabinet londonien, la photographie prise lors de la garden party et les déductions de Miss Marple, ne laissaient guère de place au doute. Miss Marple, pour sa part, a refusé toute reconnaissance formelle. Elle a reçu une lettre polie du bureau de la police du comté, la remerciant pour son soutien civique continu, et l'a rapidement rangée dans un tiroir sous de vieilles cartes d'anniversaire et une recette de confiture de prunes. Mais la reconnaissance n'a jamais été sa monnaie d'échange. Son monde ne tournait pas autour des applaudissements, mais autour du rétablissement de l'équilibre, de la remise en ordre tranquille de choses que d'autres avaient laissées échapper de travers. Par un après-midi ensoleillé, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, ses mains bougeant régulièrement dans un morceau de tricot qui ressemblait au doux bleu marin d'un ciel sans nuages. La bouilloire sifflait dans la cuisine, une brise faisait trembler les fleurs à sa fenêtre. Dehors, Little Crawford s'étirait dans son expiration post-mystère, des vaches dans le pâturage, des poules dans la cour et le bruit des roues de vélo roulant dans l'allée. Elle entendit frapper à la porte et se leva pour répondre. C'était le jeune Thomas Dilling, le facteur, qui tenait une petite enveloppe. « Celui-ci est venu sans retour », a-t-il déclaré, mais l'écriture lui semblait familière. Miss Marple prit la lettre et lui offrit un biscuit. Une fois partie, elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une courte note. « Je pars demain pour les Cornouailles. La mer semble être le bon endroit pour recommencer. Merci de m'avoir vu clairement, même lorsque je ne le pouvais pas. Bien à vous, Juliana. » Miss Marple plia le mot avec un petit sourire mélancolique. Elle l'a placé dans sa boîte à couture, non pas à côté de la lettre du connétable, mais entre des bouts de fil bleu et une fiche de recette à moitié écrite. Un lieu de choses tranquille.
Ce soir-là, elle se promenait dans son jardin examinant les pousses vertes tendres qui sortaient du sol. Le printemps était désormais pleinement arrivé, avec les oiseaux nichant dans les avant-toits et l'odeur du thym dans la brise. Le souvenir du paravent en osier persistait comme une photographie fanée. Sa beauté, sa dissimulation, sa violence, mais aussi son dénouement. En fin de compte, pensa Miss Marple, c'était la structure elle-même qui disait la vérité. Pas l'arme du crime, ni les gants, ni les mensonges, mais la façon dont l'écran s'était brisé. Les choses trop serrées s'effondreront toujours à leur point le plus faible. Une vérité applicable à la vannerie et aux hommes. Alors qu'elle rentrait chez elle, les premières étoiles apparurent au-dessus de sa tête. Elle s'arrêta, à la porte, jeta un coup d'œil au paisible village et s'autorisa une petite pensée. Il y aurait un autre mystère. Il y en a toujours eu. Mais ce soir, tout était calme, et dans le silence de plus en plus profond, Miss Marple reprit son tricot.